16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, journaliste d'investigation qui s'est fait connaître grâce à ses enquêtes en immersion. Auteur de 4 ouvrages dont Les Nouveaux Inquisiteurs, Les Nouveaux Antisémites également. Résultat d'enquête au cœur de l'ultra-gauche, publié chez Albin Michel. Nora Bussini vient nous voir aujourd'hui pour un livre tout à fait différent, un livre collectif intitulé Chevelure, publié sous la direction de Jessica Zimmerman aux éditions Charleston. L'occasion, comme toujours, de découvrir ou peut-être bien redécouvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Nora Bussini. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. C'est vrai qu'on se disait il y a un instant qu'on ne se connaissait pas mais qu'on avait l'impression de se connaître. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour découvrir cette actualité tout à fait différente, comme je le disais, de ce que vous faites d'habitude, mais peut-être pas. On va y voir plus clair dans un instant. Mais l'ADN de cette émission, tous les invités le savent maintenant, c'est tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va donc démarrer avec le début, toujours le début. Nora Bussini, je crois savoir que vous êtes née un 3 décembre dans les années 90 à Clermont-Ferrand. Vous êtes franco-marocaine, vous avez grandi avec un papa breton, une maman kabyle, tous deux issus de la classe moyenne des banlieues. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Je dirais une enfance enrichissante intellectuellement. Pas mal. C'est beaucoup déjà. Ouais, c'était très très tôt à me demander mon avis sur des sujets très précis de politique, alors que j'allais être vraiment toute jeune. Mais quand je dis toute jeune, c'est même pas forcément adolescente. À me faire lire toutes sortes de livres, à me questionner, à me challenger. Voilà, le débat était au centre de tous nos repas. Donc ouais, je vais dire que c'est une enfance comme celle-ci. Vous avez des frères et sœurs ? Oui, j'ai une petite sœur qui a 22 ans. Vous avez grandi avec cette double culture. J'ai envie de savoir, au-delà de cela, quel genre d'éducation vous avez reçu ? Est-ce que vous avez une éducation profondément républicaine qui fait peut-être aussi qui vous êtes aujourd'hui ? Et votre travail, pourquoi vous le revendiquez de cette manière aussi, c'est à vous de nous le dire. Oui, tout à fait. Alors, immensément même, j'ai des parents qui étaient très engagés à gauche, Parti socialiste, éminemment, je vais y arriver, républicain, très très laïque, chacun de culture religieuse qu'ils avaient, on va dire, rejetée, puisque mon père a grandi dans une famille de confession chrétienne, mais lui, il n'est pas du tout, au contraire. Et ma mère, qui a grandi dans un foyer musulman pratiquant et qui a, elle aussi, rejeté cette religion. C'est le fruit de cet amour qui a fait que c'est devenu comme ça ? Non, pas du tout. C'était le cas chacun de leur côté, leur propre cheminement personnel. Mais je pense que c'est ce qui a dû jouer aussi dans leur lien à l'époque, qui a fait de rencontres et d'entente. Oui. Cela fait de vous quel genre de petite fille ? Au-delà du fait d'avoir nourri une curiosité, j'imagine, avec des parents qui ont voulu très tôt vous faire découvrir des sujets de grands. Oui, alors culottée, effrontée. Je vous dis tout ce qui avait marqué sur le bulletin. Trop bavarde, effrontée, culottée, trop curieuse. C'est génial. Là. Mais c'est pas mal. En tout cas, on ne s'ennuie pas. Donc j'imagine que vous parliez beaucoup au fond de la classe et que vous étiez un peu le bout en train. Toujours le bavardage. Après votre bac, vous allez poursuivre des études de lettres modernes à la Sorbonne. Vous débutez dans le journalisme. Très vite, je crois que ce qui va vous plaire, c'est l'immersion. Alors en fait, même avant ça, c'est très drôle. Moi, je voulais pas à la base être journaliste. Je voulais être prof. C'était effectivement des études de lettres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais, pour pouvoir financer ces études, pionne en banlieue, dans une REP+, donc enseignement ZEP. Et en fait, ce que je voyais là-bas était fou. Vraiment, je me disais que c'était pas possible. J'ai l'impression que c'était nulle part ailleurs, alors que pas du tout finalement. Et en fait, je me disais, c'est drôle parce qu'on entend toujours la voix des profs et pas forcément des pions, des surveillants, alors qu'on a un rapport qui est pas du tout le même avec les élèves. Et en fait, je me suis mise à écrire pour moi des petits textes. Et finalement, j'avais une amie en fait qui faisait du babysitting chez une journaliste du Point. Et donc, je la suppliais, je lui disais, est-ce que tu peux faire lire mes textes ? Parce que quand on grandit en banlieue, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, on connaît pas de journalistes. C'est pas forcément quelque chose qui est accessible pour d'autres qui ont grandi avec des journalistes et des intellectuels, etc. autour d'eux. Moi, non. Et donc, je lui disais juste, est-ce qu'elle peut regarder mes textes ? Et comme ça, j'ai avoir un avis sur si c'est bien. Comme ça, je proposerais peut-être ça à la Gazette locale.
Et elle a fini par le faire un petit peu mal à l'aise parce que c'était ses employeurs quand même. Et en fait, c'est drôle parce que cette journaliste que j'embrasse très fort, elle a adoré et je me suis retrouvée à avoir ma chronique hebdo dans Le Point à 19 ans. Alors, je savais même pas faire un chapeau d'un article. J'écrivais au passé simple. Il y a eu beaucoup de boulot dont j'étais formée un peu sur le tard. C'est incroyable, vous allez faire une série de chroniques hebdomadaires en effet qui relate cette expérience donc comme assistant d'éducation, pionne dans le réseau d'éducation prioritaire de la région d'une région parisienne. Ces chroniques constituent la matière pour un premier ouvrage qui va s'intituler Surveillante. Merci de comprendre le jeu de mots. Oui, à chaque fois je vais le reprendre. Parce qu'on dit surveillante. Non. Et à chaque fois les gens pensent même qu'il y a une coquille. Vous êtes une des premières à le dire. Moi, je suis ravie. Merci. C'est le journal d'une pionne en banlieue. Cela a été publié en 2018. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est peut-être une base très importante dans la suite de votre carrière. On dit souvent que la banlieue, il se passe beaucoup de choses en banlieue. Bien sûr, moi je viens de la banlieue, donc je suis assez légitime pour en parler aussi. C'est le démarrage de tout, du sentiment d'être un peu ostracisé d'un côté. Comment vous l'avez vécu déjà dans le fait de savoir que sans doute vous avez vécu dans cette banlieue-là. Et quel est votre constat en regardant ce qui s'est passé au sein de ces écoles ? Oui, alors effectivement, moi, d'une certaine manière, j'étais tout à fait à l'aise avec ces jeunes que je regardais pas un petit peu avec un regard, on va dire, supérieur d'une personne qui n'a pas grandi dans ces milieux-là, pas du tout. Mais c'est vrai que là où j'avais été le plus interpellée, et c'est une des chroniques qui a fait les plus réagir, et dans le livre, ce qui a fait aussi le plus réagir, sur la question de la radicalisation chez les jeunes, et j'y ai consacré des premiers articles. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que mes toutes premières enquêtes, Le Point, puis Marianne après, qui vont mettre le pied à l'étrier de l'enquête, c'est que je me tourne immédiatement vers la question de la radicalisation chez les jeunes. Et donc, c'est quelque chose qui me troublait beaucoup parce que ça, par contre, quand moi-même j'ai grandi en banlieue, je n'avais pas du tout remarqué. Peut-être justement parce que moi, je suis dans cette famille qui est très laïque, même si, par exemple, je comprends tout à fait les codes de beaucoup de jeunes, j'ai pas du tout cet aspect-là de la religion. Mais parce que vous êtes dans une famille qui est protégée, mais le fait d'avoir un regard un peu focal comme ça sur tout ce qui nous entoure quand on est surveillant, c'est le fait aussi de pouvoir voir ce qui se passe, j'ai envie de dire, parce que vous parlez avec les uns et les autres. Donc peut-être que là, il y a un point de départ qui est important, qui va être au centre après de votre travail par la suite pour pouvoir aller plus loin, vous qui venez d'une famille en plus de gauche. Vous allez publier ensuite votre premier roman, Mille yeux, c'est bien prononcé en 2021, et parallèlement, Nora Bussini, vous travaillez comme journaliste indépendante pour le magazine Marianne, ensuite Factuel, de nouveau Le Point, vous collaborez avec la revue Écran de Veille. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de l'écriture de vos livres, vous êtes encore associé à un média ou est-ce que vous avez levé le pied ? Ah non, moi, j'ai jamais quitté le Point. J'écris, j'ai déjà une chronique une semaine sur deux depuis plusieurs années où j'interviewe des jeunes de la Gen Z. Donc moi, je suis tout juste parce que je suis née en fin 95, donc je suis pas vraiment de la Gen Z, je suis une millennials. Et donc j'interviewe des jeunes, j'ai fait réagir à des sujets de société, des sujets polémiques, en recueillant des avis différents. Et à côté, je travaille avec le service société au pôle enquête avec Le Point. Et de l'autre côté, évidemment, je suis en garde partagée qui se passe très bien avec Franc-Tireur, l'hebdomadaire Franc-Tireur, avec lequel ça fait plus de 2 ans maintenant, où je travaille quasiment toutes les semaines. Je fais beaucoup d'enquêtes. Je travaille beaucoup sur l'ultra-gauche, qui est un petit peu mes sujets qui est mon sujet de spécialisation en tant que journaliste. On va y revenir dans un instant, mais les jeunes m'intéressent beaucoup parce que les jeunes, évidemment, c'est l'avenir. C'est quoi leur sujet de préoccupation en ce moment ? Alors, en ce moment, c'est intéressant parce que il y a eu pendant un gros moment, et ça a été décuplé, la question de l'antavirus, et on sent l'angoisse que peut avoir cette Gen Z qui a été marquée par le Covid, par le confinement, de se dire, mais mon Dieu, est-ce qu'on va avoir à nouveau nos examens, notre été, notre rentrée qui va être confinée ? C'est vraiment, ils en ont fait quelque chose de très abrasif, au-delà de la sphère complotiste qu'on pouvait retrouver sur certains réseaux sociaux, notamment X. Et eux, vraiment, on sentait plutôt une inquiétude qu'ils teintaient par l'humour. On a le baccalauréat, c'était le bal, on se voit aujourd'hui, c'est bac de philo. Donc ça, c'est quelque chose qui les faisait vraiment beaucoup réfléchir en amont, la question du bac, et surtout du bac de philo, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et voilà, et surtout, ça va être les présidentielles, évidemment. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que les jeunes s'intéressent à la politique ? Je dis tout, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis quand même. Il y a une émission qui a été créée qui s'appelle Balance ton poste. C'est une émission que je voulais monter en amont. Drôle. J'avais parlé de ce concept qui était surtout à la base l'idée de donner envie aux jeunes de voter et de donner la parole à des plus jeunes, à des influenceurs, à des personnes d'influence, j'ai envie de dire. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils ont encore confiance en la politique de demain, ou ils se disent qu'aujourd'hui, peu importe qui sera
au gouvernement? Qui sera l'image de la France, puisque ce sont eux qui vont changer l'avenir? Alors, c'est très, très, très intéressant comme question. Les jeunes sont extrêmement politisés, s'intéressent énormément à la politique, quoi qu'en disent beaucoup de gens qui vont dire, mais pas du tout, ils s'en fichent, absolument pas. Le gros souci avec cette Gen Z, on le voit dans les sondages, on le voit, mais même tout simplement sur les réseaux sociaux, c'est la tentation des extrêmes, des deux extrêmes, c'est important de le dire. Ça, ces deux partis différents l'ont bien compris, et ils ont fait des réseaux sociaux, particulièrement TikTok, qui est le réseau social prisé de cette génération Z, leur terrain de chasse. Et on le voit très bien d'un côté avec... Moi, j'ai fait tout récemment une chronique justement sur le lancement de campagne de Mélenchon sur les réseaux sociaux, en interviewant des jeunes et en voyant les contenus qu'ils créaient, etc. Spontanément, sans aide, je prenais vraiment des jeunes, pas des encartés du parti de la France Insoumise. Et c'était la même chose, on l'avait vu notamment au niveau des européennes, où j'avais fait toute une enquête sur la stratégie de communication de Jordan Bardella auprès de la Gen Z. On voyait des edits. Des edits, ce sont des vidéos un petit peu avec ils vont reprendre des trends, des montages, etc. pour rendre justement Jordan Bardella et une relation qui n'existait absolument pas entre lui et Gabriel Attal cohérente. Donc en fait, ils arrivent à les capter par ce qui va les intéresser. Ça va être aussi bien des sujets sociétaux d'engagement, écologie, changement climatique, etc. Mais ça va être aussi la question et d'un côté de la révolution et de l'autre l'insécurité. C'est le propre aussi de ce qui va faire réagir toutes nos générations, pas que la Gen Z, mais eux, c'est ce qui vient les saisir et les mobiliser. Et surtout, ce sont des primo-votants. Et ça, c'est ce que j'explique beaucoup dans mon travail, dans mon livre. Cette génération qui n'avait pas voté au présidentiel va voter pour la première fois. D'ailleurs, c'est la députée insoumise, si je ne me trompe pas, c'est Clémence Guettet, qui avait dit que en 2022, Jean-Luc Mélenchon, si je ne me trompe pas encore, il faudra regarder, elle avait fait un post sur Instagram où elle dit qu'il était à 1 demi-million de voix de passer le second tour, et que là, aujourd'hui, on a plusieurs millions de primo-votants qui sont très sensibles à la question de la France insoumise et qui pourraient représenter un groupement de voix très important dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Nora Bussini, vous qui travaillez sur le sujet de l'ultra-gauche depuis de longues années maintenant, et vous me dites que vous êtes encore sur ce sujet-là, et qui interrogez les jeunes, est-ce que vous pensez très clairement que la France insoumise a une chance en 2027, et pas juste une chance? Une chance de second tour, de passer au second tour, oui, je le pense très sincèrement. Je le dis entre des statistiques et des sondages, et surtout par le biais des primo-votants. Sincèrement, et c'est ce que j'ai expliqué avant même que la campagne avait commencé, j'ai été auditionnée à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête qui venait établir des liens entre des partis politiques, pas un seul, et l'islamisme. Et justement, je montrais par le biais de mes enquêtes comment de nombreux militants politisés depuis plusieurs années misent sur la France insoumise en disant, et d'ailleurs c'est Aurélien Bouteja qui qualifie Jean-Luc Mélenchon de butin de guerre. Et l'idée, c'était vraiment de politiser, d'investir sur la France insoumise, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout. D'ailleurs, ce qui est drôle, on revoit le surnom de Jean-Luc Mélenchon, il l'appelle beaucoup les jeunes le vieux. De manière affectueuse, pas du tout péjorative. C'est parfois c'est vrai qu'il nous embête le vieux, mais il faut lui faire confiance, il faut voter pour lui. Et c'est vraiment un rapport que vont pas avoir du tout nos générations à nous, trentenaires, quadras, etc. de l'appeler le vieux par exemple. Les jeunes, j'ai la sensation, la façon dont vous en parlez, c'est un peu comme un grand-père. Oui, tout à fait. Un oncle. Il le voit beaucoup comme un oncle plus qu'un grand-père. C'est ça. Parce qu'il peut être un oncle qui est un peu bougon, un peu désagréable à table, mais on l'aime quand même. C'est ça. C'est exactement l'image qu'il a récupérée auprès de la Gen Z. Et quand il y a eu le lancement officiel de sa campagne, c'est les TikTok qui ressortaient en disant oui, il y a des choses qui nous énervent avec le vieux. Parfois, il a fait des sorties qui déconnaissent sur le voile. C'est ce qu'ils estimaient en tout cas. Mais il faut qu'on avance, et c'est le seul qui est capable de tous nous fédérer, c'est le vieux. Comment vous expliquez, Nora Bussini, parce que vous venez de la gauche, c'est ce que vous venez de dire, mes parents, changement, vos parents, ce changement de cap, je ne vais pas parler de la gauche à part entière, mais d'une part de Jean-Luc Mélenchon, qui était complètement contre le voile au départ. Ouais, c'est drôle. Et qui aujourd'hui est tenté de rameuter justement l'islamo-gauchisme, enfin voilà tout ce qu'on sait, les gens de la gauche, les musulmans de France, pour toutes les raisons qu'on connaît. Comment vous expliquez, au-delà du fait que ce soit juste on dit souvent, voilà, c'est de l'électorat, c'est pour... Il y a quand même une croyance qui s'est développée. Chez Jean-Luc Mélenchon, visiblement pas. En tout cas, ceux qui l'ont connu et qui ont travaillé précisément sur lui, qui ont écrit des biographies, qui ont fait des enquêtes, non, il y a vraiment un calcul électoral qui explique le changement. Par contre,
dans ses proches, dans sa garde rapprochée, non, c'est pas la même chose. Et ça, je suis d'accord avec vous. Il y a vraiment un engagement qui est très sincère. On voit un engagement décolonial qui a pris l'entièreté de la ligne de la France Insoumise aujourd'hui. Ce qui n'était pas forcément le cas avant et qui était... On peut critiquer la France Insoumise. Moi, je l'ai même avoué je l'ai avoué, c'est pas un secret, mais j'avais voté quand j'étais jeune la France Insoumise. J'adorais Jean-Luc Mélenchon. Mais comme beaucoup de juifs de France. Oui, comme beaucoup. Alors, et moi, je suis même pas juive, mais effectivement, tout à fait, j'étais loin d'être la seule à pouvoir avoir été engagée et à avoir apprécié Jean-Luc Mélenchon. Mais il y avait cette question universaliste qui a basculé de l'universalisme aux luttes décoloniales. Et c'est pour ça que, par exemple, Parole d'honneur, je peux même pas appeler ça un média, qui fait une mobilisation énorme autour de Jean-Luc Mélenchon, alors que leur figure, Ouria Boutelja en premier, n'était pas forcément sur la ligne de Mélenchon, et encore moins le Mélenchon d'il y a quelques années. On a bien compris que c'est sur le cheval sur lequel il fallait miser. Mais dans les familles, on n'est pas toujours d'accord, et pourtant on reste une famille. Dans le cadre de votre travail en octobre 2025, Nora, vous l'avez dit, vous avez été auditionnée par une commission d'enquête parlementaire portée par Laurent Wauquiez sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et les organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Que s'est-il passé à l'issue de cette commission d'enquête et pour vous aussi ? Alors à l'issue de cette commission d'enquête, il y a quand même eu un grand rapport que j'invite à lire, même s'il est extrêmement long. Les gens qui était vraiment une continuité du rapport qui est différent, qui avait été fait par le gouvernement sur la question des frères musulmans en France. Même si là, c'est pas que les frères musulmans. On parle de plusieurs types d'entrisme. On parle de proxy du régime iranien, par exemple, comme l'a fait mon très précieux confrère Emmanuel Razavi. Donc il y a eu ce rapport. Il y a eu des prises de position qui ont été faites de certains partis politiques de tous bords confondus, qui ont été de dire il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on mette les choses en place, etc. Après, pour moi, et là c'est vraiment personnel, c'est vrai que c'est non pas la sortie de ce livre qui a eu les nouveaux antisémites, qui a très très bien fonctionné, qui continue de bien fonctionner, c'est vraiment ce passage, cette audition à la commission d'enquête qui a sonné l'halali. Et c'est là que j'ai été victime de menaces de mort caractérisées, de cyberharcèlement en meute, que j'ai dû déposer plainte. Ma plainte a été prise par le pôle national de lutte contre la haine en ligne face à l'ampleur du cyberharcèlement raciste, sexiste, antisémite, alors même que je ne suis pas juive. Et en fait, c'est vrai que ça a tout changé. Maintenant, je ne peux plus faire de conférences publiques sans avoir une protection face aux menaces concrètes. Mais pas dans votre quotidien ? Vous prenez le métro ? Est-ce que c'est compliqué pour vous ? C'est compliqué quand même. Après, je suis de plus en plus reconnue. C'est drôle parce que pourtant, je fais quasiment plus de télévision. J'essaie de pas en faire. Vraiment, là, on fait quelque chose de filmé, mais j'espace immensément pour être peu reconnaissable. Mais je peux plus. J'ai essayé de faire 2-3 reportages en caméra cachée, etc. Je suis très vite reconnue. C'est ça, parce que pendant un moment, vous avez modifié votre apparence pour travailler. Déjà, et je me demandais, une question tout à fait humaine, si dans votre vie personnelle, parfois, vous êtes tenté de vous grimer, de porter une perruque, ou même des lunettes noires, pour vous dire, bon, je préfère éviter, je crains quand même pour ma vie. Oui, alors je l'ai fait. J'ai été obligée dans des périodes de pic de ne pas pouvoir prendre les transports en commun, d'avoir une casquette, des lunettes. Mais ceci dit, c'est le propre de tous mes proches professionnels qui sont plutôt mis en avant. Ils peuvent pas se balader, déambuler allègrement dans la rue sans être victimes, sans avoir peur justement d'être agressés face aux menaces qu'ils subissent. Et quand je dis mes proches, je vais parler de gens avec lesquels je travaille. Ouais. Vous avez publié 2 ouvrages, vous l'évoquiez, qui font le fruit de votre réputation, Les Nouveaux Antisémites, et juste avant cela, Les Nouveaux Inquisiteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que ce travail vous a coûté plus que rapporté ? Non, ça m'a beaucoup plus... c'est une bonne question. Coûter plus que rapporter. Ouais, je pense que ça doit être très équilibré. Parce que j'ai cru que, j'ai par réflexe, vous voyez, j'allais dire, mais non, je regrette pas du tout, je l'aurais fait quand même. Et par contre, le ratio doit être très équilibré. Je pense que c'est autant l'un que l'autre. C'est vraiment pas évident parce qu'il y a une sorte de mission journalistique un peu comme ça, essentielle, parce que c'est au cœur de notre travail pour réveiller les consciences, pour expliquer les vraies choses, ce qu'on ne voit pas et ce que seul un journaliste peut faire. Mais quand on se rend compte que quelque part notre vie privée est aussi intentée, à un moment donné, avec le recul, parce que je vous reçois aujourd'hui avec du recul, je vous reçois pas à chaud pour ces ouvrages-là, la réflexion est importante de se dire, voilà,
j'en suis là. Tout ce que ça a coûté, Ça pas qu'à comporte. moi, à mes proches, avec ma petite sœur, on n'a pas le même nom de famille, on prend pas le même nom de famille. Elle est quand même encore étudiante. Mon compagnon, c'est extrêmement difficile pour lui. Je vous donne un exemple. J'ai donné une conférence à l'Université libre de Bruxelles et il y avait une sécurité digne d'un aéroport. C'est ce qu'ont dit des confrères qui ont écrit dessus. Les gens devaient passer au détecteur de métaux. J'avais 6 flics, 7 gardes en civil. Il y avait des patrouilles. Il y avait un vestiaire obligatoire. Ils avaient tellement peur que je me fasse peut-être même tirer dessus. C'est très violent. Et d'ailleurs, vous voyez juste toutes les personnes qui sont dans notre sillage. Ce professeur qui s'appelle Éric Muraille, qui m'a reçu pour ce cycle de conférences à l'Université libre de Bruxelles, a perdu son cycle de conférences. Il ne peut plus le donner. Il y a plein de choses qui se passent. On se voit là maintenant. Il y a 2 semaines, je devais donner une conférence au conseil départemental de la Drôme, à Valence, organisée par plusieurs associations laïques. Et alors je vais bien choisir mes mots, on va faire très attention, face aux pressions qui ont été faites à l'encontre des différents organisateurs, il y avait un tel risque de perturbation que la sécurité qui m'avait été attribuée ne suffisait pas pour me protéger. Et donc, on a été contraints, c'est la première fois en plus d'une centaine de rencontres, de devoir annuler. Pour des questions, pour pouvoir me protéger, effectivement. Nora, est-ce que vous pensez que c'est foutu ? Pas du tout. Mais non, vraiment, je le pense sincèrement pas. On est là, on est les Français quand même. Hein. On a un goût pour la critique, pour l'engagement. On a tous une sensibilité. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais je ne pense pas que tout soit fichu. Certainement pas. On n'est pas dans des pays où on pourrait être beaucoup plus défaitiste face à l'ampleur de la situation. Nous, c'est pas le cas. Je suis ravie de vous entendre dire ça. Aujourd'hui, vous venez nous voir pour un autre sujet, pour votre participation au livre collectif Chevelure, publié sous la direction de Jessica Zimmerman aux éditions Charleston, un recueil de 12 nouvelles coécrit avec plusieurs femmes, dont Sarah Barouk, que j'embrasse, derrière l'association de lutte contre les violences conjugales 125 et après, qui d'ailleurs bénéficiera d'€1 à l'achat de ce livre-là. J'ai envie de savoir comment est né ce livre et comment vous y avez pris part et comment vous êtes arrivé sur ce projet-là. Oui, alors effectivement, c'est Jessica Zimmerman que j'embrasse autant que Sarah Barouk, parce que les deux, je les apprécie, évidemment, qui avait envie de travailler sur la question de la chevelure. D'ailleurs, elles toutes deux signent un texte dans ce recueil. Sarah Barouk a choisi, elle, de rendre hommage à Horroud Ariaï, femme iranienne. On se rappelle du geste qu'elle a fait de se déshabiller alors qu'elle était à l'université parce qu'elle n'en pouvait plus des pressions qui étaient exercées par les Bassidj à son encontre. Jessica Zimmerman aussi signe une nouvelle, et c'est elle qui nous a surtout dirigé dans ce recueil. La thématique de la chevelure, je pense qu'elle vient de l'engagement qu'elles ont contre les violences faites aux femmes, pour les femmes, parce que c'est vrai que on a toute autrice questionné le cheveu, et absolument pas de la même manière. C'est très drôle. Et d'ailleurs, ce qu'on disait de Jessica, c'était que on s'était pas concerté, on avait chacune des thématiques complètement différentes. Je pense à celle de la nouvelle de Michel Fitoussi, que j'embrasse aussi, qui est une thématique qui touche beaucoup sur la question du cancer, j'en dis pas plus. Gabrielle Dédier, que j'embrasse aussi encore, on va toutes les embrasser donc, qui elle a vraiment plongé dans la question de la dystopie et de la tonte des femmes que l'on tond et qu'on tond devant d'autres dans un rituel d'humiliation et de punition. Il va y avoir d'autres qui vont parler de Britney Spears lorsqu'elle se tond aussi les cheveux. Je pense vraiment qu'il y avait cette dimension universaliste du cheveu. Qu'est-ce qu'évoque pour vous la chevelure ? C'est drôle, hein, parce que je sais que une de mes nouvelles, cette nouvelle fait réagir, la thématique que j'ai choisie. On va en parler. Je vous laisserai dérouler, mais c'est vrai que sincèrement, j'ai pensé immédiatement, quand on me dit chevelure, je pense à cachet de force. Ouais. Est-ce que c'est un réflexe qui vient peut-être de mes origines, je n'en sais rien. Nous, on est berbères, on vient du Maroc, et effectivement, la chevelure, ça va être pour d'autres la santé, etc. Moi, ça va être ce qu'on lui impose. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Nora Bussini, venue nous voir pour le livre collectif Chevelure, publié sous la direction de Jessica Zimmerman aux éditions Charleston. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.
15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le trafic pétrolier reprend dans le détroit d'Ormuz. Déclaration du président américain Donald Trump. Selon lui, de nombreux navires chargés de pétrole quittent déjà la zone. La France est dit de son côté prête à envoyer des avions, une frégate et le porte-avions Charles de Gaulle dans le détroit. Le vice-président américain J.D. Vance affirme que certaines personnalités israéliennes soutiennent discrètement l'accord conclu entre Washington et Téhéran. Selon lui, une partie des critiques repose sur des informations inexactes. Le texte complet de l'accord sera publié prochainement et l'accord renforcera la sécurité régionale. Il affirme également que les pays arabes du Golfe seraient favorables à cet accord. Celui-ci pourrait ouvrir une nouvelle phase diplomatique au Moyen-Orient avec la participation d'Israël, a-t-il affirmé. Le Hezbollah a salué l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Le groupe terroriste affirme que l'accord permet un cessez-le-feu sur plusieurs fronts, y compris au Liban. L'Iran a veillé à ce que les intérêts libanais soient pris en compte. Le Hezbollah prévient toutefois qu'il réagira à toute attaque israélienne contre le pays. Par ailleurs, après l'annonce de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, de nombreux habitants du sud du Liban ont célébré la nouvelle. Côté israélien, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé à poursuivre les opérations contre le Hezbollah. Sommet du G7, les dirigeants des grandes puissances se réunissent à Évian aujourd'hui et ce jusqu'à mercredi. Demain, les dirigeants du G7 échangeront avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet de la guerre. Une rencontre entre Donald Trump et le président ukrainien est également envisagée. Enfin, en France, les épreuves du baccalauréat ont commencé avec la philosophie. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffroy, a rappelé que les correcteurs pourront pénaliser les copies dont l'expression écrite est jugée insuffisante. Les résultats du bac seront publiés le 7 juillet 2026. Les épreuves de rattrapage auront lieu jusqu'au 9 juillet. Seuls les élèves ayant une moyenne comprise entre 8 sur 20 et 10 sur 20 pourront passer le rattrapage. Et merci beaucoup Nina. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Nora Bussini et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaudalon. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Ah chérie, écoute-moi, je veux juste te parler. Et viens vite avec moi, on va se balader. Radio J. Vous écoutez Radio J. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Est-ce que ça vaut la peine? 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 Radio J. Radio J.
16h, Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci beaucoup de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Nora Bussigny, venue nous voir pour le livre collectif Chevelure publié sous la direction de Jessica Zimmerman aux éditions Charleston. Évidemment, on se le disait Nora, en tant que femme et même en tant qu'homme d'ailleurs, on entretient tous une histoire avec nos cheveux qui sont pour nous en tant que femmes le symbole de la condition féminine, qui représente aussi l'identité, la liberté, le contrôle social, la révolte. Mais au-delà du fait que ce livre montre que les cheveux sont un enjeu intime, il est aussi politique. Tout à fait. Tout à fait, et c'est ce que montrent très bien plusieurs nouvelles, même toutes les nouvelles, très sincèrement, à de différentes mesures sur des questions politiques, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient géopolitiques, féministes, etc. Et je trouve que c'est la force de ce recueil, de nous avoir laissé pleinement, et je tiens à le dire sans aucune censure, pouvoir porter nos points de vue, et l'accueil qui en est fait est formidable. Je suis très contente. Et ça se sent à travers une époque différente, une culture différente, une situation différente. 12 histoires où il y a l'histoire d'une femme dont les cheveux blanchissent, d'une Iranienne qui libère sa chevelure sur la place publique au péril de sa vie, dans les mots de Sarah Barouk, d'une femme qui, dans les années 1920, se coiffe à la garçonne, d'un homme qui tombe amoureux des cheveux d'une inconnue, ou encore d'une femme jugée pour sa rousseur, des filles tondues par erreur, mais aussi d'une pop star, comme vous l'évoquiez, qui se rase la tête sous les flashs des paparazzis. On parle évidemment de Britney Spears dans la nouvelle Baby One More Time de Jessica Zimmerman. Vous avez, choisi d'écrire le fil d'Ariane. Racontez-nous. Ah oui. Et en fait, c'est vraiment la première thématique qui m'est venue quand Jessica m'a contactée en me disant sur quoi t'aimerais écrire. En fait, j'ai travaillé il y a quelques années sur beaucoup, et je travaille encore dessus, sur la question du port du hijab en France. Donc, à chaque fois, je dis j'ai choisi le sujet le plus facile et le moins polémique, évidemment, puisque j'avais beaucoup travaillé sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, encore une fois, on rejoint la génération Z, et il y a une jeune génération qui effectivement n'est absolument pas forcée ni par un père, ni par un frère, ni par qui vous voulez, autre que par elle, soi-même et par la société, à porter le hijab. Et en fait, je m'étais vraiment beaucoup intéressée aux vidéos qu'on voit fleurir, mais cartonner. On parle de millions de vues, de centaines de milliers de likes sur les réseaux sociaux, soit de jeunes filles qui vont faire je vais employer un terme qui va déplaire, coming out du port du voile, puisque c'est-à-dire qu'elles vont s'approcher de leurs amis en portant le hijab, et leurs amis pleurent de joie, sont immensément heureuses, on dirait une sorte de baby shower presque. Ou alors on va avoir de l'autre côté des personnes qui vont faire des vidéos parce qu'ils vont se balader notamment dans Châtelet, et c'est ce que je raconte dans la nouvelle, et qui vont juste interpeller des jeunes filles qu'elles croisent en disant voilà, ma sœur, est-ce que tu serais d'accord de qu'on fasse une petite vidéo et que tu vois à quoi tu ressemblerais si tu portais le hijab. Et ces vidéos, à chaque fois, je laisserai nos auditeurs aller regarder sur TikTok. Elles cartonnent en termes de vues, et à chaque fois je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces filles, qu'est-ce qu'elles ressentent au moment où elles mettent ce hijab, et qu'est-ce qu'il y a derrière. Cette histoire-là, vous la racontez, donc l'histoire d'une adolescente franco-marocaine de 16 ans qui se sent mal à l'aise d'une part dans son corps, et qui, lors d'une sortie avec ses copines, a la possibilité d'essayer ce hijab. C'est une histoire vraie, donc a priori, qui a commencé par une vidéo TikTok sur Muslim Couple 2.0. 884 000 abonnés à l'époque, en avril 2024, dans l'histoire. Ça, vous l'avez transformé après, j'imagine, mais ça part d'une observation réelle. Voilà, d'observation réelle, tout à fait. Mais ce compte-là, attention, vous l'inventez pour cette nouvelle-là. Vous dites qu'il y a 7300 commentaires en 2 semaines. En gros, elle se sent bien, elle est filmée, c'est posté sur les réseaux, il y a des réactions qui sont positives, et elle décide alors de commencer par le porter plus souvent, et on l'incite avec des tuberies. Machallah, t'es magnifique, arrête les crop tops et les jupes, c'est khlam. Pour vous, le hijab, concrètement, sans parler de ça, c'est synonyme de quoi ? Très bonne question. Aujourd'hui, moi, je vais te dire très clairement les choses. Je ne suis pas contre les femmes qui portent le voile, je suis contre le voile en lui-même. Et il est important de faire le distinguo entre les deux, parce qu'aujourd'hui, on va vous dire que des femmes choisissent de le porter, mais il y a toujours cette pression. Et cette pression, j'avais enquêté sur le sujet justement, et j'en parle dans cette nouvelle-là. C'est une pression qui va être insidieuse et qui va se dérouler après. On a vu notamment des influenceuses, et ça, moi, j'avais écrit des articles dessus, des influenceuses qui d'un seul coup décident de porter d'elles-mêmes le hijab, et qui donc ont du contenu en ligne sur
sur les réseaux sociaux où on voyait leur chevelure et qui après se mettent à porter le hijab. Et là, elles vont avoir des pressions même sur les marques pour que les marques suppriment les partenariats qui avaient été faits avec des vidéos sur TikTok, etc. pour qu'il n'y ait plus aucune trace de leurs cheveux avant qu'elles choisissent de porter le hijab. Et c'est vrai que c'est une pression permanente. Et pour moi, aujourd'hui, j'estime que quand un choix est libre et éclairé, on peut rétro-pédaler, on peut changer d'avis. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et ce n'est même pas le cas avec le hijab, puisqu'il y a toujours cette question de si on change d'avis, et vous aurez des pressions, vous avez des peurs. Un jugement là, permanent. en l'occurrence, je ne veux pas donner la fin de l'histoire, mais vous faites en sorte qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles, ce qui aurait pu ne pas être le cas. Le message de cette nouvelle, c'est ce que vous venez de nous dire, mais c'est une fois qu'on a essayé, qu'on a sauté le pas, on peut difficilement revenir en arrière, être soi, ou alors il faut être armé. Exactement. La famille a un rôle fondamental dans cette histoire, parce que la pression du frère ou de la famille, une fois qu'on a sauté le pas, c'est compliqué de revenir en arrière. Et pas des parents. Je tenais à le dire aussi. Et pas des parents, c'est surtout le frère que vous mettez en exergue. C'est important parce qu'il y a une rupture générationnelle qui est énorme. On voit des parents que moi j'ai connus, parce que je vois ma famille, c'est des parents berbères, des parents que ce que vous voulez, qui ne sont pas du tout à demander à leur fille de porter le voile et qui parfois sont même désarçonnés pour en avoir interviewé pléthore, face au fait que la mère ne va par exemple pas forcément le porter ou porter un foulard comme moi j'ai connu et comme il peut y en avoir au Maroc, et qui comprend pas sa fille qui va passer du hijab au djilbab, etc. et ainsi de suite, et qui sont très désarçonnés. Et pareil, vous citiez tout à l'heure les commentaires, je me permets, j'ai pris des commentaires réels. Je les ai retranscrits tels quels. Tous les commentaires, toutes les remarques, toutes les pressions sont issues de commentaires dans les vidéos dont je vous parlais, d'essais, de tests de porter le hijab ou de coming out, comme je l'appelle, du port du voile. À chaque fois, je reprenais les commentaires, les pressions et les messages exacts. On se sent forcé par les compliments qui deviennent des attentes. On perd un peu aussi son identité, c'est ce que vous expliquez, et on est dans un engrenage des interdits et donc de privation de liberté. J'aimerais aller un peu plus loin sur ce que vous nous avez dit. Quel distinguo vous faites entre le fait d'être défavorable au port du voile et ce que vous avez dit juste avant, qui est... à partir du moment où chacun est libre de faire ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de contraintes, c'est OK. Mais pour vous, en France, c'est quand même pas OK de porter le voile. Ce qui est important, c'est toujours la question du choix libre et éclairé. Parce qu'on peut pas demander à chacune des femmes qu'on a en face de soi si elle le porte ou pas par volonté. Je suis, par exemple, vraiment effarée quand je vois des vidéos d'hommes qui agressent une femme voilée, d'hommes de femmes qui agressent une femme voilée pour la forcer dans le métro à retirer son voile. Je trouve que c'est absolument dément. Et on est dans la même logique que celle que l'on dénonce en disant que le port du hijab est une question d'atteinte à la liberté. Et c'est pour ça que je dis que moi, j'aimerais que ce déclic vienne des femmes elles-mêmes, qu'elles aient conscience que ce symbole, factuellement, est un symbole d'oppression. Mais par contre, c'est à elles de faire ce cheminement-là, comme pour beaucoup de choses qu'on peut pouvoir faire dans nos vies. C'est pas forcément le port du hijab, ça peut être plein de décisions qu'on peut prendre, d'être soi-même capable de mettre ses propres limites, de se questionner, de questionner l'autre, et que ce soit pas à des hommes, à des femmes, à quiconque, de nous imposer ce choix-là, et par la violence qui plus est. Nora Bussini, je vais me faire volontairement l'avocate du diable parce qu'on est sur Radio J et c'est pas pour vous travailler, mais c'est parce que c'est très sincère comme réflexion. Je me la pose moi-même. Quel distinguo vous faites entre le port du voile, le port de la kippa, le port du voile pour les femmes juives ou encore le port de la perruque pour les femmes juives? Eh ben, le distinguo, moi, ça va être juste la question du respect de la laïcité. Aujourd'hui, on a des lois qui encadrent le port d'objets religieux. Ça a été encore un débat, pas plus tard qu'il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, à la mairie d'Ivry-sur-Seine, alors que Dieu sait qu'il y avait des débats très importants à avoir vis-à-vis de ce maire sur plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'on en a fait vraiment quelque chose au niveau des atteintes à la laïcité qui ont été faites de part et d'autre. Et aujourd'hui, moi, je pense vraiment qu'il y a... En tout cas, quand on travaille sur la question des frères musulmans, quand on travaille sur la question de l'islamisme, le voile est central dans la volonté de forcer et de le faire de manière ostentatoire. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas avoir forcément dans les autres religions. Et la question de l'ostentatoire est une véritable tactique qui a été pensée, réfléchie par des organisations comme les frères musulmans, dans une volonté tactique d'imposer les lois de la charia en France. Mais ça ne veut pas dire que chaque femme qui porte le hijab est la représentante, la porte-parole des frères musulmans. Absolument pas, bien au contraire. Et c'est la stigmatisation qu'on va en faire qui va justement radicaliser beaucoup de femmes. Et c'est ça qui est dommage. Et je pense juste qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que ce voile tue à travers le monde
des milliers et des milliers de femmes. Et donc, quand on le porte de manière soi-disant libre aujourd'hui en France, on fait forcément le choix de... comment dire ça, en faisant très attention aux termes que j'emploie, en faisant le choix d'oblitérer la condition des femmes à travers le monde. J'ai très bien compris le message. Merci beaucoup pour ces mots, Nora Bussini. Tout de suite, on va rester un petit peu dans le thème. Vous allez voir pourquoi avec la chronique littérature d'Annabelle Chakmes. Radio J. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Nora. Dans toutes les nouvelles du livre dont vous êtes venue parler avec nous, chère Nora, il y a une chose qui m'a frappée, c'est à quel point la chevelure des femmes pouvait être un sujet intarissable des discussions, mais aussi un vecteur de changement, et je dirais même parfois de rupture, par exemple sociétale, lorsqu'on lit votre texte à vous, ou ça peut aussi être le point de rupture avec la personne aimée lorsqu'on décide de se couper sa chevelure pour se libérer, comme l'a écrit Tony Béard. Eh bien, c'est précisément ces fractures de vie qu'explore le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ce livre, c'est Rupture d'Eliette Abécassis aux éditions Grasset. Avec ce livre, Eliette Abécassis est une sorte de chirurgienne des rapports humains. Elle analyse en profondeur ces mutations intérieures qui font passer de l'amour à la haine ou à l'indifférence. Ces renversements affectifs qui peuvent changer le cours d'une vie. Et là où elle est très forte, c'est qu'elle aborde dans cet ouvrage, avec un enchaînement de nouvelles, toutes ces nuances de l'affect, qu'elles soient sentimentales, familiales, filiales ou même amicales. Elle explore absolument toutes ces variations de ressentis si subtiles, avec une justesse des mots et de l'expression des sentiments absolument remarquable. Par exemple, dans la nouvelle intitulée « L'inconnu du parc », elle montre avec génie la distension du lien amoureux. En racontant l'histoire d'une femme qui emmène ses enfants au parc, un homme s'assoit à côté d'elle, elle décrit cet échange, et on se rend compte au fur et à mesure du récit que cet inconnu est son mari. Quelles autres ruptures décrites par Eliette Abécassis, qui aussi nous offre des nouvelles dans cet ouvrage, vous ont marqué, Annabelle ? Je pense que les nouvelles qui m'ont le plus touchée sont celles qui racontent les ruptures de liens amicaux et familiaux. Le texte qui a vraiment fait chavirer mon cœur, c'est de Si bons amis. L'auteur y raconte la rupture amicale entre deux couples, amis de 30 ans, après le 7 octobre. Et cette rupture est vertigineuse parce qu'on la sait injuste. Pas en France, pas chez eux dans leur salon, pas comme ça. On ne peut que saisir tout ce qui se joue lorsqu'Eliette Abécassis écrit « Cette fois, un silence s'abattit sur la pièce. Ils se regardaient soudain comme des étrangers, voire des ennemis. Jamais la question n'avait été soulevée entre eux, jamais rien ni personne ne l'avait suscité. Jamais leurs amis n'avaient fait allusion à leur religion, sinon comme à une identité qu'ils admiraient et respectaient. » Je pense spontanément au livre C d'Amanda Sters à un moment là. En conclusion, l'auteur a dans cet ouvrage le génie de mettre le doigt sur des vérités qui font mal. Elle saisit avec une rare finesse ces zones de fragilité que l'on préfère souvent taire, mais qui en disent pourtant beaucoup sur nos vies et nos relations. Ce que l'on réalise en lisant ce livre, en réalité, c'est qu'Eliette Abécassis nous offre un véritable outil pour affronter ces moments où tout s'effondre. Exactement comme vous le faites, chère Nora, avec vos textes, vos livres et vos articles. Vous êtes toutes les deux des femmes qui nous engagent à ne pas craindre le monde, mais plutôt à le regarder en face, avec courage et lucidité. Et à toutes les deux, on a juste envie de vous dire une chose, c'est merci. Rupture d'Eliette Abécassis aux éditions Grasset, c'est dans toutes les bonnes librairies à lire cet été absolument. Je l'attends avec impatience l'été pour pouvoir lire ce livre. Merci beaucoup Annabelle Chakmes. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous et bonjour Nora Bussini. Nora Bussini, vous êtes ici pour nous parler d'un livre qui s'appelle Chevelure. Alors j'ai essayé de ne pas m'arracher les cheveux en faisant cette chronique, c'eût été consternant. J'ai aussi hésité à faire... Préparez-vous, il y en a beaucoup. J'ai aussi hésité à faire toute la chronique avec un cheveu sur la langue, mais Laurence, mon orthophoniste, écoute Radio J et je voulais pas qu'elle se fasse des cheveux. Il faut savoir que mes parents sont tous les deux grands, beaux et lancés avec des yeux clairs et avec des problèmes de genoux et des cheveux fins. Voilà, je vous laisse deviner de quoi j'ai hérité.
vérité. Donc voilà, ma patte folle, mes cheveux plats et moi, ce serait un super nom d'autobiographie. On n'est franchement pas aidés. Acheter du shampoing, pour moi, ça a toujours été une expérience très humiliante. On a l'impression qu'il n'y a que des produits écrits par quelqu'un qui vous déteste. Cheveux plats, cheveux mous, cheveux gras aux racines, cheveux secs aux pointes, cheveux sans volume, cheveux qui ont renoncé, cheveux émotionnellement indisponibles. À un moment donné, je ne savais plus si on parlait de mon cuir chevelu ou de mon ex. Enfin, on va pas couper les cheveux en 4. Et pendant ce temps-là, les hommes ont un seul produit dans leur salle de bain, un gel 12 en 1, corps, visage, cheveux, barbe, vaisselle, jantes, et qui peut éventuellement nettoyer un barbecue. Et ils sortent avec des cheveux magnifiques, ça me fout en l'air. De toutes les parties de mon corps que j'ai maltraitées, je pense que mes cheveux sont numéro 1. À l'adolescence, j'ai tout fait subir à mes cheveux, vraiment tout. Comme si les cheveux étaient la seule variable d'ajustement de mon corps. C'est plus facile de se teindre en blonde que de changer la forme de son visage. Enfin, normalement. Cela dit, récemment, je me suis mise au yoga du visage pour transformer mon ovale. Je vous tiendrai au courant des résultats. Alors niveau couleur, j'ai commencé vers 14 ans avec le roux qui a viré au orange au contact du chlore, puis au vert au contact de la mer. Voilà, toutes les couleurs d'un tic-tac. Alors peut-être qu'acheter une coloration 7 € dans une épicerie n'était pas ma meilleure idée. Ensuite, il y a eu l'époque du diable s'habille en Prada. Mon père m'avait dit que je ressemblais à Anna Tawai. C'est fou comme l'amour pour sa fille rend apparemment aveugle. Donc j'ai fait une frange. C'est fou comme l'amour pour son père rend apparemment idiote. Je suis arrivée à une soirée, un pote m'a dit « Bah alors Mireille Mathieu, tu t'es perdue ?» Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, juste d'un bandeau. On dit souvent que quand une femme change d'homme, elle change de coupe de cheveux. Dieu merci, moi c'est seulement une fois sur 2. Sinon, à l'heure qu'il est, j'aurais plus un poil sur le caillou. Les gens qui disent ça manquent pas de toupet. L'autre jour, un coiffeur un peu branchouille, le genre de mec qui a 15 000 abonnés sur Instagram et qui te fait payer 300 balles la coupe des pointes, m'a demandé « Mais comment c'est possible d'avoir des cheveux aussi abîmés ? Vous n'utilisez pas de spray thermoprotecteur avant de vous lisser les cheveux ?» Je n'ai pas compris un traître mot de ce que cet homme m'a dit. Comme quoi, peu importe le contexte et l'orientation sexuelle, j'ai vraiment un problème de communication avec la jante masculine. Mais forcément, je me suis posé des questions. Pourquoi je m'acharne depuis 20 ans à vouloir changer la nature de mes pauvres cheveux ? Pourquoi je veux les rendre meilleurs en les faisant souffrir ? Parce qu'en fait, le cheveu, sous ses airs superficiels, est éminemment politique. Pourquoi quand une femme vieillit, on lui suggère souvent de couper plus court ? Pourquoi cacher ses cheveux blancs ? Pourquoi les hommes ont l'impression de perdre en virilité quand ils perdent leurs cheveux ? Pourquoi cacher ses cheveux, couper ses cheveux, raser ses cheveux, les libérer, les discipliner, les lisser, les voiler, les teindre peut parfois en dire bien plus qu'un long discours. Alors je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais grâce à Chevelure, Nora Bussini, je m'en suis posé beaucoup. Que ce soit Britney Spears qui se rase le crâne car c'était son seul moyen d'être écoutée, Nabila qui cherche du shampoing ou les femmes iraniennes qui coupent leurs cheveux en signe de révolte, une chose est sûre, quand on parle de cheveux, on parle rarement juste de cheveux. Le cuir chevelu n'est pas que légèreté, il est revendicatif. Alors après avoir lu... non mais j'ai bossé. Après avoir lu Chevelure, j'ai compris une chose, mes cheveux ne sont peut-être pas en très bonne santé, mais au moins maintenant, ils ont une conscience politique. Waouh, merci beaucoup Adèle Salomon pour cette chronique. Une petite réaction, Nora Bussini. Oh là là, c'est génial. Mais alors vraiment, bravo, parce que Dieu sait qu'il y a plein de coiffeurs à travers toute la France qui font tous les jeux de mots et vous avez réussi à me surprendre. C'est magnifique. Ça n'a pas été simple. J'ai voyagé en France. Hein. Bravo, merci. Merci beaucoup Adèle Salomon. On se dit à la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est votre portrait, Nora. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble et c'est aujourd'hui dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Nora. Bonjour. Alors je sais que vous êtes une surveillante, donc j'ai essayé d'ouvrir les yeux pour en avoir 1000. Alors vous êtes né à Clermont-Ferrand et en fait c'est tout un symbole. Parce que c'est ni le Maroc, ni la Bretagne. Oui. C'est un petit peu au milieu, ça veut dire je suis au milieu de la France, mais je suis pas d'un côté et je suis pas de l'autre. Mais à Clermont-Ferrand, on peut prendre un peu d'altitude et de hauteur. Alors, il y a cette petite fille qui a une enfance enrichissante, qui est déjà dans un milieu intellectuel, une ruche, où il y a des livres, il y a des débats, il y a se questionner, réfléchir, et 2 parents qui ont fait déjà leur propre chemin et qui vous inspirent dans le vôtre. Ça veut dire, crée ta propre identité, va où tu veux, mais réfléchis. Et il y a cette petite fille donc qui est bavarde, que vous nous avez dit un petit peu effrontée. Ça veut dire, j'aime les règles, mais je les touche un petit peu. Et puis, cette énergie que l'on a observée encore aujourd'hui, qui ne vous a pas quitté, cette énergie dans le débat, dans la parole et dans la communication.
Alors cette énergie, vous la voyez, vous la mettez au sens de vos lettres, et puis vous êtes dans un établissement où vous êtes entre deux, encore une fois. Ni prof, ni élève. Mais ça vous met dans une position, encore on retrouve la hauteur, d'observatrice. D'observatrice où je vois le comportement des uns, je vois le comportement des autres. Je suis à la fois un adulte, donc assez proche des profs, mais aussi pas un prof, donc je peux être proche des élèves. Et donc il y a ce moteur qui est la quête de la vérité. Ça veut dire qu'on sent en vous que vous ne faites pas qu'observer les choses. Il y a s'immerser dedans. Ça veut dire participer. Quand on observe un phénomène, on peut se mettre très loin avec des jumelles. Vous participez. Ça veut dire que vous voulez comprendre les choses de l'intérieur. Ce qui est un risque, c'est que ça peut nous toucher. C'est-à-dire que quand on est suffisamment proche, on s'expose aussi. Les choses peuvent nous toucher. Ça veut dire que les émotions, les faits peuvent vous toucher. Mais vous êtes prête à se prendre ce risque parce qu'il y a un goût du risque chez vous. Ça, c'est le côté effronté, c'est le côté goût du risque. Ça veut dire que vous n'avez pas peur d'enquêter, vous n'êtes pas peur d'aller dans l'immersion, dans ce rapport avec l'inconfort. Vous n'êtes pas peur de l'incertitude, pas peur de l'hostilité, quitte à ce que ça me mette un petit peu en danger, avec quelques problèmes de sécurité. Mais au bilan, vous nous avez dit que ça valait presque le coup. Voilà. Alors, il y a une observatrice qui est devenue actrice, en fait, parce que après avoir observé les choses, après avoir pris plusieurs rôles, il y a toujours cette curiosité sur la nature humaine. Et ensuite, de défendre des causes. De défendre, on retrouve ce côté du débat, ça veut dire que j'observe les choses, mais après je prends position. Et je défends mon point de vue. Vous êtes tolérante envers les autres, mais vous aimez bien discuter et vous aimez bien convaincre. Et aller au-devant de l'autre, même s'il est surtout pas d'accord. Alors, parce qu'il y a un petit peu comme ce Clermont-Ferrand que je retrouve, ce côté indépendante en fait. Clermont-Ferrand, c'est là où il y avait Vercingétorix. Ça veut dire le côté gaulois, le côté indépendant. Et donc, ce rapport par rapport au consensuel, ça vous pose un petit peu de problème. Et vous aimez bien aller hors du chemin. Et justement, tracez votre chemin hors du chemin, guidé par vos convictions, guidé non pas par l'approbation. Et puis, cette notion du sacrifice un petit peu personnel. Alors, sur Radio J, on a vu aujourd'hui que vous étiez une femme, très fidèle, parce que vous êtes toujours au point. Même si vous avez des convictions, vous êtes toujours fidèle par rapport à vos valeurs, par rapport à votre parcours. Vous êtes une femme optimiste, parce qu'avec tout ce que vous nous racontez, vous avez toujours le sourire. Et une femme qui est engagée et qui croit qu'on peut avancer. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un peu notre Nora l'exploratrice. Ah oui, je l'adore celle-là. Ça veut dire que... Vous l'avez déjà dit ? Ouais, on l'a fait une fois. C'est Nora l'exploratrice, ça veut dire elle a sa carte, elle avance et elle n'a pas peur de rien. Alors, on a parlé de la chevelure et je ne veux pas en reparler parce que c'est l'identité, c'est la féminité et c'est une femme et c'est l'affirmation de soi. Mais vous nous montrez que il faut toujours chercher ce qu'il y a derrière les apparences parce qu'on peut en apprendre beaucoup. Merci, wow. Merci beaucoup Christian Reichaume. C'est notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines. Et évidemment, on se dit à jeudi sur Radio J, Christian. Merci beaucoup Nora d'être venue nous voir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J pour le livre collectif Chevelure, publié sous la direction de Jessica Zimmerman aux éditions Charleston. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Je dis souvent que je m'attendais à rien, je suis quand même déçue. Là, je m'attendais à plein de choses et je suis quand même surprise. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Nora Bissini. On se donne rendez-vous demain avec Perla Servan-Schreiber. À demain sur Radio J.